Bonjour, je suis Florence Roublot, la responsable du salon Natexpo et je vous souhaite la bienvenue à ce sixième webinaire Natexpo saison 2. Nous allons parler aujourd'hui des tendances Natexpo. Comme chaque mois, depuis mars 2020, nous décryptons pendant 1 heure les tendances, les actualités de la bio avec des experts, avec des professionnels du secteur. Et donc, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver puisque vous êtes plus de 700 à vous être inscrits pour découvrir avec nous les tendances de Natexpo. Donc, pour commencer, une brève présentation de l'ASPAS, qui est la société organisatrice de Natexpo. L'ASPAS existe depuis plus de 40 ans. Elle est leader dans l'organisation de manifestations bio, bien-être, développement durable, art de vivre, aussi bien grand public que professionnel. Et il y a à peu près 25 manifestations et puis aussi une place de marché qui s'appelle cdelia.com. L'ASPAS aujourd'hui, c'est 6 000 exposants et 500 000 visiteurs. Et puis l'ASPAS, en parallèle de ses activités salon, accompagne des professionnels comme l'agence bio, comme Biocoop, comme la région Occitanie ad hoc avec Medfel, ou encore la fédération Natexbio avec Natexpo. Donc c'est de Natexpo dont je vous parle aujourd'hui. C'est en 2012 que la fédération Natexbio nous a confié l'organisation de ce salon. Et depuis 10 ans, on le voit évoluer, on le voit pour vraiment accompagner les acteurs du secteur dans leur développement et dans leur croissance. Donc la prochaine édition, elle aura lieu dans moins de 3 mois maintenant, du 18 au 20 septembre à Eurexpo Lyon. On attend 850 exposants, 10 000 visiteurs professionnels, français et internationaux. Et Natexpo, c'est un salon de filière, c'est-à-dire qu'il couvre tous les secteurs, depuis l'amont jusqu'à l'aval. On a des ingrédients, on a de l'alimentation, de la cosmétique, on a du complément alimentaire, on a tout ce qui permet d'équiper le magasin, tout ce qui équipe la maison, la personne. Cette année, on met en place notamment un nouveau secteur qui est entièrement dédié au e-commerce. Et puis, Natexpo, c'est des business, c'est des affaires, et puis c'est aussi des conférences. On a à peu près 200 conférences. Le programme commence à être mis en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez déjà le découvrir sur le site internet. Voilà, ça c'est pour le contenu Natexpo. Et Natexpo, sa véritable force, en fait, c'est l'innovation des exposants qui sont force de proposition. On l'a vu avec les plus de 230 candidatures qu'on a eues pour les trophées, dont les résultats ont été dévoilés il y a une quinzaine de jours en conférence de presse, et puis les près de 200 produits qui sont présentés sur la galerie des nouveautés. Donc, toutes ces innovations, c'est ce qui nous permet de décrypter un petit peu les tendances de Natexpo, les tendances du marché, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, les Français ont des attentes très, très fortes par rapport aux entreprises, par rapport aux transformateurs, par rapport aux distributeurs. Ils sont en demande de circuits courts, ils sont en demande de local, ils sont en demande de direct producteurs, ils sont en demande de bien-être, de respect de la santé. Et c'est ce qu'essayent de respecter vraiment tous les acteurs de la bio. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain pour découvrir ensemble ces tendances. Je vous rappelle juste que vous avez sur la droite un chat qui vous permet de poser des questions et qu'on regardera tout au long du webinaire. Sylvain, c'est parti. Déjà, bonjour à tous. Je suis ravi d'animer cette table ronde. Donc, moi, je suis Sylvain Zaffaroni. Je suis le cofondateur de Prendre Demain. Et avant de commencer les échanges, je voulais juste replacer un peu ce webinaire dans les tendances, parce que les tendances que nous allons dévoiler sont vraiment au filtre d'une actualité assez compliquée, assez anxiogène, que nous vivons tous en tant que marque, distributeur. Dans ce nouveau monde de crise, nous sommes vraiment confrontés à des nouvelles problématiques qui remettent en question nos modèles, comme la pénurie de matières premières, l'inflation du coût de l'énergie et donc du transport, la difficulté de recruter des ressources humaines, des négociations parfois un peu compliquées avec la distribution, et bien sûr, et c'est ce qu'on va échanger, c'est des nouveaux comportements de consommateurs. Donc, pour répondre à ces nouveaux défis et comment, au final, réengager les Français dans une consommation bio et durable, nous allons échanger pendant 1 heure à travers des tendances qu'on va dévoiler effectivement dans ce webinaire. Mais avant de commencer la discussion, je vais vous proposer un petit tour de table pour que chacun des intervenants se présente rapidement. Donc, Rodolphe, tu veux commencer? Tu es le premier dans ma... Oui, bonjour, je suis également ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Rodolphe Ambaron, je suis un des cofondateurs de Sequoia Factory. Sequoia Factory est la première plateforme de vente de PLV, présentoirs magasins, objets promotionnels, sacs publicitaires, éco-responsables et en ligne. En effet, l'ADN de Sequoia Factory est de pouvoir adresser une offre durable à l'ensemble des acteurs du marché, quelle que soit la taille de leurs entreprises. Nous avons développé une offre standard qui permet d'adresser les besoins dès les très petites séries. Et nous avons également la possibilité de développer sur mesure tout type de support de communication et d'équipement magasin
pour répondre à des besoins très spécifiques. Alors, pourquoi des produits, et comment des produits éco-responsables et durables? C'est-à-dire que nous choisissons des matériaux et des produits afin qu'ils répondent au mieux et tant que possible à des critères de durabilité. Alors, forcément, on va utiliser particulièrement le bois, les matériaux recyclés, les matériaux textiles végétaux, le coton bio et bien d'autres produits. Notre typologie de clientèle, hein, elle est très étendue. Nous travaillons avec tout type d'entreprise. La plupart, et c'est une tendance qui grossit également, c'est que nos clients sont déjà engagés dans une démarche bio pour certains, mais surtout dans une démarche durable, hein. Ce qui nous permet d'avoir une bonne lisibilité sur l'évolution des besoins en termes de PLV et d'équipement de magasin. Et nous faisons évoluer notre offre en fonction des évolutions des besoins afin d'y répondre au mieux. Dernièrement, nous avons fait une avancée particulière sur l'approche des présentoirs en bois, en les intégrant pour la plupart dans une démarche circulaire. Et alors, nous commençons à passer du recyclable au réemployable. Mais ça, je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans la matinée. Jordan, je te laisse prendre la parole. Et bonjour, Jordan, je suis ravi d'être ici. Moi, je suis directeur commercial de la société Chembo-Béville. Chembo-Béville, c'est une PME d'une quarantaine de personnes qui est située à Tournai, à 5 km de la frontière française, donc en Belgique, à une vingtaine de kilomètres de Lille. Ce qu'on fait chez Chembo-Béville, c'est qu'on développe, on formule, on fabrique, on conditionne et puis on distribue des produits d'entretien à usage domestique, des choses très classiques comme des nettoyants multisurfaces, des nettoyants pour les sols, mais aussi des complexes plus spécifiques, comme des produits qui permettent de traiter les eaux, de déboucher les canalisations, d'entretenir le mobilier intérieur-extérieur, des produits qui permettent également de ramoner ou d'entretenir les poêles et inserts. Enfin, on a environ 400 formules à destination du grand public. On fait ça en partie sous plusieurs marques qui nous appartiennent et qu'on distribue à ce moment-là nous-mêmes, où on est présent principalement dans l'univers du bricolage. Et une bonne partie de notre chiffre d'affaires est générée par de la MDD, donc des produits à marque distributeur, où là, on est plus spécifiquement présent dans l'alimentaire. On travaille avec quasiment toutes les grandes enseignes connues, reconnues en France. On tend à se développer de plus en plus vers des solutions tant au niveau formulation qu'au niveau packaging, des choses plus vertes, des choses plus bio. La société a à présent une cinquantaine d'années et au point de départ, on faisait du chimique. Et aujourd'hui, on essaye de tendre vers des solutions plus naturelles et plus sympas pour les consommateurs et pour notre planète. Et voilà, je pense avoir résumé en gros. Et Jordan, Clément, à ton tour. Yes, du coup déjà merci pour l'accueil. Donc Clément Poyave, donc moi je suis le cofondateur de Yancy. On a lancé Yancy, donc nous il y a un petit peu plus d'un an, c'était en mai 2021. Et du coup on est en train de créer une filière de sirop Diacone en France, la première filière de sirop Diacone en France. Le sirop Diacone, c'est un sucrant naturel qui coche absolument toutes les cases. On va dire que c'est, selon nous, en tout cas, la seule alternative au sucre qui puisse être pérenne dans le temps, puisque déjà, le premier critère qui est le goût est hyper satisfaisant. Le sirop Diacone a un très bon goût entre le miel et le sirop d'érable. Il a un indice glycémique de 1, c'est-à-dire qu'une personne diabétique peut vraiment le consommer sans que ça n'augmente sa glycémie. Et justement, on parlait de SIGA juste avant le live avec Sylvain. Il ne suit pas un process de transformation qui est ultra poussé, puisqu'en fait, le Yacone, à la base, c'est une poire de terre, donc c'est une tubercule. Et par simple
basse température, on va pouvoir obtenir une texture sirupeuse qui du coup et ce sucre naturel qui a un très bon goût entre le miel et le sirop d'érable. Et du coup, cerise sur le gâteau, donc pour l'instant, il vient du Pérou, mais depuis un an qu'on le commercialise et qu'on travaille autour du sirop d'Yacon, on s'est rendu compte que le Yacon poussait très bien en France, qu'il y avait déjà des maraîchers qui le faisaient à droite, à gauche, et qui revendaient la tubercule, soit au marché, soit au Biocoop du coin. Et donc, on s'est intégré dans cette structure pour avoir vraiment ce sirop Diacon Made in France. Et donc, on a une marque qui est vraiment là du coup pour faire de la pédagogie et éduquer le consommateur sur le sujet du sans sucre, sur bien évidemment le sirop Diacon. Et donc, on le propose en grand public, donc via notre site internet et via les réseaux spécialisés bio. Donc une marque qui s'appelle Yancy et du coup qui propose donc du sirop Diacon qu'on va pouvoir intégrer au yaourt, au thé, au café, au gâteau, enfin vraiment à tout ce que vous avez tendance à sucrer, et on l'intègre dans des pâtes à tartiner. Donc pour l'instant on a un praliné avec 70% de noisettes et une pâte à tartiner choco dans laquelle on ajoute du cacao cru. Voilà, il y en a d'autres qui suivront à la rentrée notamment. Merci Clément. Avant de dévoiler les premières macro-tendances et pour commencer les échanges, selon le baromètre annuel de la perception des produits bio, la moitié des Français ne s'estiment pas suffisamment informés sur la bio. J'aimerais bien avoir un petit tour de table est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre écosystème, cette manque d'information ou cette perte de compréhension de la bio? Alors moi si je peux répondre en fait, et je vais aussi répondre avec mon expérience personnelle, nous c'est vrai moins en avant le logo bio que je pense qu'on aurait pu le faire avant, parce qu'on met aussi d'autres choses en parallèle. On met le côté santé, on met le côté intégration d'une filière française, on met le côté éthique, et c'est vrai qu'il y a tout un tas de labels et tout un tas de clean labels, que ce soit d'un point de vue santé, social ou environnemental, qui existent. Et donc, je pense qu'il estompe un petit peu la puissance du logo et du label bio. Moi, en fait, personnellement, je suis éduqué et donc je le vois tout de suite. Après, c'est vrai que pour un consommateur qui est dans les rayons, il va être noyé, on va dire, au milieu de tous ces messages. Et forcément, le logo bio, on va dire, je pense, n'est plus, en tout cas, le label qui prime par rapport à tous les autres. Jordan? Oui, de notre côté, ce qu'on ressent principalement, c'est un manque de compréhension dans notre catégorie de produits, dans notre typologie de produits. On a des choses bio-enzymatiques, on a des choses à base d'origine naturelle, on a des choses bio, on a des choses probiotiques. Et ce qu'on ressent surtout de notre côté, c'est un manque de compréhension au niveau des consommateurs. Dans les rayons, ils sont un peu perdus et ils ne savent plus ce qu'il y a dans les produits qu'on fabrique. Et on est d'ailleurs en finalisation d'un tout nouveau design pour une de nos marques, où on va vraiment essayer de mettre en avant au niveau étiquetage ces différentes choses qui peuvent se retrouver dans les produits. Les gens ont eu l'habitude d'acheter du chimique dans nos typologies de produits, parce que le chimique, ça fonctionne bien, le biologique, ça fonctionne bien, mais le chimique, ça va vite. Et le bio, il faut le temps. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment faire comprendre aux gens, c'est que s'ils prennent le temps, un produit qui est plus écologique aujourd'hui, ça va fonctionner, mais c'est noyé dans les rayons aussi bien de supermarchés ou dans les magasins de bricolage. Ils sont noyés et ils ne s'y retrouvent plus. Donc, nous, on veut vraiment essayer de clarifier les choses. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il faut faire comprendre beaucoup de choses sur une petite étiquette. Mais voilà, on est en finalisation d'un redesign au niveau de nos marques bio. Et donc, on espère pouvoir faire un pas en avant au niveau de la compréhension à ce niveau-là. Rodolphe, oui, vas-y. Oui, peut-être pour appuyer ce qui vient d'être dit et renforcer ce qui vient d'être dit. On le voit, nous, avec nos clients qui effectivement essaient d'avoir d'une part de la cohérence entre les produits et les critères de bio et durabilité des produits et les supports qui sont utilisés. Et on voit de plus en plus que nos clients cherchent à avoir un espace de communication qui va au-delà du produit, parce qu'effectivement, comme ce qui a été dit, l'étiquette est relativement petite, il y a énormément d'informations à mettre, et quand nos clients nous demandent de développer de la PLV, des présentoirs, c'est aussi pour étendre la surface de communication et transmettre d'autres informations
que celle de l'étiquette du label bio. Des informations sur les origines des produits, des informations sur les autres bénéfices que peuvent apporter les produits qui sont présentés, et vraiment d'avoir une démarche pédagogique auprès des consommateurs. Ça va permettre, j'espère, d'améliorer la compréhension des consommateurs. Et effectivement, ça ne se passe pas toujours dans le rayon, parce que dans le rayon, il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il y a beaucoup de produits, et nos clients cherchent souvent à sortir des rayons de manière temporaire ou de manière durable, pour pouvoir bénéficier de cette étendue de communication. Très bien. Bah, vous êtes déjà tous les trois des acteurs de la macro-tendance numéro 1, qui est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, la bio doit être augmentée. C'est ce qu'on appelle l'extension de l'engagement de la bio. Ça passe par trois axes principaux. Cette augmentation entre guillemets, de la bio, elle doit être faite avec des nouveaux arguments qui sont l'écologie, l'éthique, l'authentique. Ça, c'est important. Le deuxième, c'est le local. Le local, il devient moins en moins circuit court, mais vraiment plus en phase avec la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire vraiment la partie écologique et économique du local. Et le troisième, bien évidemment, c'est la pédagogie. Donc ça va être un axe de tendance très fort, avec cette notion de dire finalement la bio, elle doit être aussi autour d'une sobriété heureuse, c'est-à-dire associer la sobriété, parce que c'est important, mais avec le plaisir. Et aussi beaucoup d'extensions sur l'ensemble de la famille. C'est-à-dire que la bio, elle est plus dédiée à une caste ou à un type de consommateur. Florence, tu veux rebondir sur cette macro-tendance, la première, sur cette extension de la bio? C'est exactement ce qui avait été identifié de notre part, et qui poursuit de toute façon ce qu'on avait déjà vu l'an passé, hein. Ce besoin des consommateurs, des Français, d'être vraiment informés sur la bio en général, et aussi, par extension, je ne sais pas si tu vas arriver à ça, sur les cycles de vie des produits aussi. Tout va dépendre finalement les produits, je pense, qu'on commercialise. Je pense que moi, en termes de messages, par exemple, j'ai pas les mêmes enjeux que Jordan sur des produits ménagers. Et du coup, les messages vont être adaptés. Ça va aussi dépendre sur quel canal de communication je vais m'adresser. Effectivement, dans un magasin bio, étant donné qu'on est déjà, on va dire, dans cette entité bio, sur un packaging, il est peut-être, on va dire, un petit peu moins pertinent de mettre en gros le label bio, et de vraiment prioriser le label bio dans la hiérarchisation, parce qu'on est dans un magasin bio, donc on part du principe que toutes ces étapes ont été faites en amont. Et donc c'est vrai que, comme le disait très justement Jordan, les étiquettes sont tellement petites, on a tellement d'informations à faire passer dessus, qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on y réfléchit à deux fois, et on va plus jouer sur d'autres arguments et d'autres RTB que le bio. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Rodolphe, tout à l'heure. C'est intéressant, position de concepteur de PLV. Est-ce que tu vois, toi, des tendances, on va dire, dans les RTB et dans les messages que tes clients peuvent diffuser sur le PLV, ou ça dépend vraiment de chaque client? Déjà, ça, bien entendu, ça dépend des clients, et puis ça va dépendre de savoir si on est en cosmétique, il faut savoir si on est dans l'alimentaire. Mais clairement, nos clients cherchent à avoir plus de visibilité. Ça, c'est le fondamental de tout entrepreneur, c'est d'avoir le plus de visibilité sur ses produits quand ils sont distribués. Mais au-delà de ça, il y a le message. Ce que je disais tout à l'heure, il y a le message. Et ces messages, ils sont au-delà du bio, parce que effectivement, certains produits, quand ils sont en distribution spécialisée, en magasin bio, ils sont déjà connotés bio. Et les autres éléments sur d'autres critères, comme l'origine des produits, sont aussi importants, et ce sont des messages que nos clients souhaitent mettre en avant. Le choix des matières, des matériaux qui sont utilisés est clairement nos jeux. Nous, on le voit aussi quand nous sommes interrogés par nos clients pour les développements de PLV et de présentoirs. Ils veulent connaître l'origine des produits. Donc, on essaie d'améliorer, ou en tout cas de réduire plutôt les distances parcourues pour les matières premières, mais également entre la production et le point d'utilisation, le point de vente du client. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, à ton interrogation, mais c'est assez vaste en fait. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions sur ce premier sujet, cette macro-tendance qui est d'augmenter, entre guillemets, la bio.
Deuxième sujet, deuxième tendance, ce qu'on appelle les alchimies saines et gourmandes. Bah, c'est assez simple, hein, c'est une tendance de façon de fond et qui dure depuis plusieurs années. C'est l'idée d'avoir des listes d'ingrédients toujours plus réduites, des produits moins transformés, bien évidemment. Et en parallèle aussi une offre, un développement surtout dans l'agroalimentaire d'offres plus végétales face aux produits à base de protéines animales. Est-ce que Jordan, pardon, excuse-moi, je vais avoir du mal à pas américaniser ton prénom. Est-ce que dans ton domaine, cette notion de liste d'ingrédients réduite, c'est aussi un sujet? Oui, c'est aussi un sujet. Les consommateurs, même dans notre typologie produit, recherchent des produits simples. Ils veulent comprendre ce qu'il y a dans la bouteille. Avant, on mettait une liste de 50 noms incompréhensibles au commun des mortels. Aujourd'hui, on essaye vraiment d'utiliser des produits avec des dénominations connues. Si on parle même d'acide citrique, les gens commencent à savoir que c'est naturel. Si on parle de bicarbonate de soude, on essaye vraiment de créer aujourd'hui des produits qui permettent aux gens de se rendre compte de la nature saine de ce qu'on met dans nos produits, plutôt que des noms tout à fait scientifiques et barbares que personne ne comprend et où les gens se disent est-ce que c'est vraiment bon pour moi d'utiliser ce genre de choses, même si c'est pour nettoyer ou pour déboucher une canalisation. Tout ça part derrière quand même dans la terre, je vais dire. Donc, c'est pas spécialement intéressant. Rodolphe, tu veux rebondir sur le sujet ou par Alors, rapport à effectivement, on est sur les alchimies saines et gourmandes, nous sommes un peu moins confrontés parce que nous ne produisons pas de produits alimentaires. Mais si on veut faire un parallèle sur la conception de nos produits et encore une fois avec les interrogations que peuvent avoir nos clients, et comme ils sont le reflet des produits qui sont exposés, nos produits, nos présentoirs, ils ont besoin d'être simples. Donc, on travaille essentiellement le monomatériau, donc le bois, pas de visserie. On entend souvent parler d'éco-conception, mais on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on est des produits qui sont assez bruts. Quand ils sont personnalisés, c'est avec des encres sans solvant. Quand ils sont teints, ce sont des peintures à l'eau. Et ça a pour vocation également d'accompagner nos clients dans cette démarche de cohérence entre les marques et les produits. Et bien entendu, il y a d'autres avantages pour nos clients. C'est-à-dire qu'il y a des avantages économiques. C'est-à-dire qu'il y a du temps qui est passé en moins dans la production, il y a du temps qui est passé en moins pour le montage, et il y a un impact transport qui est réduit. C'est-à-dire que quand on veut transporter 100 meubles, on ne va pas utiliser 25 palettes, mais on va en utiliser peut-être 2 ou 3 pour le transport. Donc, il y a un impact également CO2, un impact carbone qui intéresse et qui, toujours encore une fois, dans une démarche de cohérence entre le produit, entre la marque, l'image de marque que peut avoir un annonceur et la manière dont il va le mettre en avant en magasin. Clément, je te laisse rebondir, tu es plein dans le sujet. Non, alors nous, pour le coup, on est en plein dedans, hein. Et c'est vrai que, et ça tombe bien, du coup, on est en train de refaire toute notre image de marque et on discutait avec l'agence. Et en fait, on a vraiment deux positionnements possibles, le côté sain et le côté gourmand. Moi, mon rêve, on va dire que dans 5 ans, c'est que mes consommateurs consomment mon produit d'abord parce qu'il est bon en goût et ensuite parce qu'il est bon pour la santé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils viennent chez moi d'abord parce que c'est un produit qui est très réduit en sucre, voire dans lequel il n'y a quasiment pas de sucre. Mais par contre, quand on a réfléchi à l'élaboration des recettes, et c'est d'ailleurs notamment pour ça qu'on a décidé d'internaliser la production et de ne pas la faire sous-traiter, parce qu'on s'est tout de suite mis plusieurs contraintes. La première, c'est une question de goût. En fait, on part du principe que si un produit n'est pas bon en goût, il a beau être sain, malheureusement, il va rester dans le placard. Ou en tout cas, il va toucher une personne qui est touchée
peut-être par ce produit de manière pathologique, mais qui ne va, on va avoir du mal à intégrer le grand public, on va avoir du mal à le faire consommer à ses enfants. La deuxième contrainte qu'on s'est mise, c'est qu'effectivement, on voulait avoir des produits qui soient le moins transformés possible. Et donc, par exemple, dans notre praliné pâte à tartiner, on a 3 ingrédients. Dans celle qui est au choco, on en a 4. Et du coup, moi, je suis assez jeune, donc je prends du recul par rapport à tout ça. Et quand je vois les pâtes à tartiner qui peuvent être dans les commerces où effectivement on a des listes d'ingrédients à rallonge, c'est vrai que bah, avant, je me disais que s'ils le faisaient, c'est parce que finalement, c'était pas possible de faire quelque chose qui était sain et qui était bon. Aujourd'hui, j'avoue que je prends un peu de recul et c'est un peu une petite claque que je prends dans ma jeune expérience. Et tu parlais aussi des viandes végétales, et donc en fait tout ça c'est une question de cohérence, c'est une question d'équilibre. Nous quand quand on doit décider entre le sain et le goût, ben, on essaye de trouver le bon équilibre en fonction de la personne pareil à laquelle on s'adresse et en fonction du lieu dans lequel on est. Et je trouve, enfin moi je mets un petit peu un petit bémol sur cette grande mode des viandes végétales, parce qu'on en voit partout, à toutes les sauces. Quand on creuse un petit peu, bah, effectivement, on se rend compte que finalement, c'est des choses qui sont ultra transformées avec bien souvent des listes d'ingrédients qui sont à rallonge. Moi, je suis auvergnat. Et du coup, en fait, je trouve qu'on du coup, on déconscientise cet acte de bien manger. Et c'est, je pense, la clé pour avoir une alimentation qui soit plus saine et plus viable sur tous les points de vue. Et en gros, on dit, bah, le problème, c'est pas que vous mangiez de la viande tous les jours. Le problème, c'est la viande que vous mangez. Donc, mangez de la viande ultra transformée végétale tous les jours et ça ira bien. Mais en fait, non, ça va pas. Alors oui, si on a une envie de temps en temps, allons-y. Mais en fait, il est important de conscientiser son acte alimentaire. Et moi, perso, alors je vis à Paris, mais quand je rentre en Auvergne voir mes parents et ou que je mange un poulet qu'ils ont été chercher chez le producteur à la ferme à côté, j'en suis ravi, je ne culpabilise pas et je pense que c'est en tout cas la bonne méthode. Il faut aussi savoir s'adapter du lieu dans lequel on est, savoir peut-être bah, réduire aussi ses consommations de produits qu'on adore, parce que bah, la viande rouge, souvent, on en mange beaucoup parce qu'on adore, mais par contre, j'en mange pas plus d'une fois par mois. Quand je la mange, je m'en fais un plaisir, et du coup, c'est presque un luxe, mais c'est pas pour ça que je tombe du coup dans les alternatives végétales, entre guillemets, et ultra transformées, en me coupant totalement à ce type de consommation. Donc, en fait, tout est une question d'équilibre et tout est une question pardon, de pédagogie, d'éducation et des conscientisations de cet acte de bien manger. Ouais, je rebondis sur le sujet. C'est la naturalité associée à des produits comme effectivement les substituts végétaux pose bah, des vrais problèmes de compréhension et de pédagogie vis-à-vis du consommateur. Ça fait partie de ces sujets qui embrouillent encore au-delà des labels sur la compréhension du produit final et de ce qu'on consomme. Il y a une question de Florian, on va rebondir dessus parce qu'on est un peu sur le sujet. On parlait de circuit court tout à l'heure. Il y a deux sujets qui sont associés au circuit court. Est-ce que vous êtes confronté à des reconstructions de filières? Je sais que pour le coup, Clément, tu veux peut-être en parler un peu. Et puis par Ouais. rapport au sourcing de Rodolphe ou de Jordan, est-ce qu'il y a des filières associées aujourd'hui sur le local pour reconstruire la souveraineté alimentaire? Alors nous, effectivement, alors de toute façon, aujourd'hui, la filière du sirop de yacon n'existe pas. En France, comme je le disais, il y a des maraîchers qui font du yacon à droite à gauche, mais en aucun cas ça permettrait d'approvisionner soit des industriels, soit des MDD, ou soit même subvenir à notre propre demande à nous. Donc effectivement, on travaille ces filières à l'étranger. On travaille, nous en l'occurrence, on l'a fait en 2 temps, c'est-à-dire qu'on s'est lancé, on avait besoin de tester le marché, donc on a été voir des exportateurs sur place au Pérou. Maintenant qu'on sait que le marché est présent et que du coup on a ce projet de construction de filière, on est conscient que c'est quelque chose qui va prendre du temps et que si on veut que notre projet de filière soit sexy et plaise à terme, bah, on doit pouvoir importer du sirop diacone qui vient d'un autre pays de manière toujours la plus saine possible, la plus équitable possible, etc. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille en attendant que cette filière française puisse être créée en France. Et en fait, l'objectif, et parce qu'on a aussi quelques ambitions, mais l'objectif, une fois que la filière sera créée en France, bien évidemment, c'est pas de jeter la filière péruvienne qu'on a construite et de jeter les producteurs et de leur dire ciao, nous maintenant qu'on a notre filière en France, on se débrouille tout seul, mais c'est potentiellement de se servir de ce travail qui aurait été fait en amont pour aller voir ce qui se passe sur un autre continent et notamment le continent américain. En fait, moi, je pars du principe que ce qui peut être cultivé localement doit être cultivé localement.
En revanche, du cacao, des bananes, des avocats, ça doit être consommé dans une juste mesure. Tout est une question, pareil, de conscientisation, etc. Mais ça, c'est des produits qu'on ne pourra jamais cultiver ici. Et donc, le travail sur ces filières, dans ces pays-là, doit plus s'axer sur des produits, je pense, qui ne peuvent pas être consommés chez nous. Construire une filière, je ne sais pas moi, construire une filière de blé, je ne sais pas où, au Brésil ou en Amérique latine pour ensuite l'importer en France, ça par contre, ça me paraît complètement ahurissant et je pense que c'est pas une démarche qui va dans le bon sens. Et le Yacon, est-ce que cette filière a aussi été développée dans d'autres pays européens, par exemple, ou pas du tout? C'est vraiment que en Non, Europe. non, pour l'instant, c'est vraiment le Pérou. Et en fait, il y a un bout de filière qui est fait au Pérou. C'est donc, comme je le disais souvent, des sociétés d'import-export qui gèrent ces filières. Quand on creuse un peu, qu'on casse les intermédiaires, on se rend compte que les agriculteurs, ça se passe pas toujours comme on le souhaite et comme ils le vendent. Donc, c'est aussi ce travail-là qu'on est en train de faire, de casser les intermédiaires pour aller tout de suite à la coopérative agricole, leur financer les labels bio, les mécaniser, pour qu'on puisse, on puisse aussi avoir un prix qui soit tiré à la baisse, parce qu'aujourd'hui, on a un prix qui est assez élevé et donc pouvoir proposer un produit qui soit plus grand public. Mais non, c'est un peu un mystère, le Yacon. Pour l'instant, il y a assez peu d'acteurs qui s'est positionné dessus. Il existe au Pérou. Et en tout cas, il n'y a pas de structuration de filière et du sirop de Yacon, parce que le Yacon, l'intérêt, ça va être le sirop qu'on en extrait du coup pour en faire ce sucrant. La tubercule a un intérêt, mais n'a pas un intérêt non plus phénoménal. Elle est bonne en goût, mais assez complexe à cuisiner. Donc les gens qui la cuisinent sont en général des restaurants gastronomiques. Mais en tout cas, il n'y a aucun sirop de Yacon qui existe, qui soit fabriqué autre part qu'au Pérou. Il y a peut-être un bout de filière qui existera en Nouvelle-Zélande, mais c'est que de l'ordre de la théorie pour l'instant. Robert, tu veux rebondir là-dessus sur à la fois Oui. la filière, mais surtout ça rebondit aussi sur la notion de commerce équitable et effectivement de circuit avec des échanges avec des producteurs à l'étranger, là, pour le coup. Comme le dit Clément, toutes les filières n'existent pas en France. Et de temps en temps, elles n'existent même pas en Europe. C'est encore plus marqué quand il y a des tensions sur les approvisionnements de matières. On le voit au quotidien avec le bois. Aujourd'hui, les filières françaises ne sont pas capables d'approvisionner les besoins en bois. Donc aujourd'hui, les approvisionnements en bois, de manière raisonnable, se font alors, on travaille avec du bois français dans certains cas, mais on est obligé de s'approvisionner partout en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, parce que les tensions sont telles que les filières sont relativement pauvres. Alors, ça n'a pas démarré avec les conflits, le conflit en Ukraine, ça a démarré pendant la période de Covid, de confinement, où la pénurie s'est mise en marche parce qu'il y a eu moins de coupes, il y a eu moins de transformations, et donc on a encore un peu de retard à récupérer. Et puis après, il y a d'autres enjeux qui sont très loin de nos activités, c'est les enjeux du bâtiment, et donc ils sont en train d'approvisionner pour les futurs besoins en construction. Donc ça a approvisionné un petit peu les filières, on trouve des solutions. Après, il y a un autre phénomène que nous constatons, c'est que certains de nos clients sont en train de ressourcer en France et en Europe une partie soit de leur production, soit des besoins en présentoir et PLV, quand de temps en temps, ils allaient en chercher en Asie pour des raisons économiques. Là aussi, il y a peut-être une prise de conscience sur les enjeux de durabilité, mais également, et bien entendu, économique. Et donc, c'est en train de se mettre en place, et c'est relativement intéressant. Maintenant, il va falloir que les filières présentes en France et en Europe puissent subvenir à toutes ces demandes. Jordan, toi, pour le sourcing de matières premières, clairement, je confirme ce que Rodolphe et ce que Clément viennent de dire. Nous, on peut pas non plus sourcer l'ensemble des matières dont on a besoin à 100 km autour de Tournai. On essaye systématiquement de travailler avec des intermédiaires les plus proches possibles de chez nous géographiquement. Quand on peut, on le fait. Et clairement, comme vient de le dire Rodolphe, la période ici complique grandement les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète où il y a. C'est-à-dire qu'il y a certains de nos fournisseurs de matières premières qui sont clairement en pénurie de certaines choses qui sont élémentaires pour nous pouvoir élaborer la majorité de nos produits.
des matières qu'on utilise tous les jours et qui sont très, très compliquées à trouver. Alors, on essaye, mais avec la situation et le contexte actuel, c'est de plus en plus compliqué pour nous de sourcer, je vais dire, en Belgique ou en France, qui sont les zones géographiques les plus proches de chez nous. Donc, on doit malheureusement faire appel à d'autres pays pour nous aider et pour pouvoir continuer à produire, tout simplement. Donc, c'est pas facile tous les jours. Très bien. Bah, ça va rebondir sur la troisième macro-tendance qui s'appelle les métamorphoses de la matière. Donc, ça parle bien évidemment des matières premières, du produit et puis bien évidemment aussi de l'emballage. Donc, on rentre sur une ère du recyclable, hein, du réutilisable, du biodégradable, pour oublier le monde des ressources finies avec le jetable. Ça passe par le boom du solide, ça on va en parler, je crois que c'est un sujet qui peut être échangé par tous les trois. Et au-delà du solide, maintenant on arrive avec même des nouveaux formats, enfin de nouvelles, comme la dilution de poudre, de pastilles, même de gouttes. Donc est-ce que c'est des sujets, je pense que vous avez déjà réfléchi par rapport à vos gammes et vos produits, cette notion de plus d'emballage ou une nouvelle façon de matière, nous présenter la matière? Non, clairement, chez nous, c'est la tendance du moment et on a d'ailleurs, on en est très fiers, remporté le trophée d'or Natexpo avec notre nouveau concept de poudre à diluer, donc de détergent en poudre à diluer. C'est-à-dire qu'on vend aujourd'hui un petit sachet dans lequel il y a entre 10 et 20 grammes de poudre. Et ce petit sachet permet de reconstituer un détergent ménager à la maison en y ajoutant la quantité d'eau nécessaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour acheter l'équivalent de 500 millilitres ou de 750 millilitres, qui est le format standard dans ces pulvérisateurs qu'on utilise tous à la maison, aujourd'hui, nous, on a une solution qui permet d'acheter 10 ou 20 grammes de poudre, ce qui fait un ratio au niveau impact carbone ou au niveau transport de plastique qu'on ne fait plus du tout. Ça permet également de diminuer les déchets plastiques. On est tombé sur des chiffres abominables de pollution plastique, principalement dans les océans. Ce sont des milliers, des millions de tonnes de plastique qu'on retrouve tous les ans. Et nous, aujourd'hui, avec cette solution, on espère que le consommateur va aujourd'hui acheter un petit sachet en papier qu'il pourra mettre à la corbeille papier et réutiliser au maximum son pulvérisateur en plastique, plutôt que de systématiquement en racheter un à chaque fois qu'il faut racheter du produit pour entretenir la maison. Donc là, on a vraiment, nous, la solution pour éviter tout ça. Donc ça répond clairement à la tendance aussi bien de matière solide que de solutions à diluer. Rodolphe, tu veux rebondir sur ce sujet? Oui, tout à fait, oui, parce que c'est clairement dans le cœur de notre métier. Bon, c'est sûr que les produits recyclables, là, ils font légion aujourd'hui. Moi, j'ai la sensation quand même que la partie packaging, en tout cas que le packaging a déjà initié sa transformation vers le plus propre et le plus durable, et qu'on arrive à des solutions bien installées et qui continueront à se développer. Et ça, c'est déjà ancré dans l'esprit des distributeurs, des annonceurs et également des consommateurs. La PLV, on va dire qu'elle est peut-être un petit peu plus en retard que le packaging. Et effectivement, là, on ressent aussi qu'il y a une dynamique autour de ça. D'ailleurs, nous avons intégré la fabrique PLV organisée par Circulaire il y a quelques temps pour réfléchir avec des annonceurs et distributeurs à comment améliorer cette PLV. Parce que les consommateurs, clairement, ils ont une volonté d'obtenir une offre plus vertueuse, donc non à travers le packaging, mais également à travers la manière dont l'image de marque est communiquée. Et nous avons donc travaillé pendant plusieurs mois cette année à essayer d'offrir une solution plus vertueuse à nos clients, en partant du principe que 80% des PLV aujourd'hui
et elles sont détruites après utilisation. Et l'utilisation moyenne d'une PLV en magasin, c'est 15 jours, donc c'est relativement court. Et parti de ce constat, nous avons décidé de proposer à nos clients annonceurs et distributeurs, une solution de PLV circulaire. Donc aujourd'hui, ça passe par une gamme de produits, de présentoirs de sol en bois. Et nous proposons à nos clients de les récupérer après, à la fin de l'utilisation de ces présentoirs, leur permettant d'être remis dans un circuit. Donc, clairement, c'est relativement simple, hein. Nous reprenons les présentoirs, on travaille avec la collaboration d'un ESAT pour nettoyer et reconditionner ces présentoirs, et nous les remettons dans un circuit unitaire, un circuit de présentoir d'occasion qui va en plus satisfaire les besoins de certains de nos clients, de très petites entreprises qui pourraient avoir des besoins très ponctuels, mais d'autres également, puisqu'il y a des intérêts économiques à utiliser des présentoirs d'occasion. Et bien entendu, ça rentre dans une démarche de réduction des déchets. Donc, la volonté, c'est de réduire les déchets de PLV, c'est de réduire l'impact sur la consommation de matières premières. Alors, ça tombe bien, parce que c'est un petit peu tendu en ce moment, mais clairement, c'est aussi de participer à la réduction de l'appauvrissement des ressources. Et bien entendu, il y a un impact, parce que c'est dit que c'était bien de faire ça dans notre coin, mais on veut aussi que les annonceurs, les distributeurs puissent aient envie de jouer le jeu. Et nous avons décidé de rémunérer nos clients qui joueraient le jeu. Et donc, nous rachetons, en gros, pour simplifier, nous rachetons les présentoirs en fin d'utilisation. Alors là, aujourd'hui, on les rachète 30 € de l'unité. Donc, ça peut correspondre à des économies de 30 à 40% sur une opération marketing. Et participer et contribuer à la mise en place d'une première approche de la PLV circulaire en France. Alors, c'est une première pierre à l'édifice, et grâce à Circulaire et à la fabrique PLV, on travaille avec d'autres acteurs à comment améliorer la logistique, trouver des solutions pour d'autres éléments de PLV au-delà du présentoir. Donc, c'est le début. Encore une fois, je pense que le packaging avait déjà commencé sa transformation. La PLV, on est au début. Mais il y a des choses intéressantes qui sortent. Nous sommes très heureux de pouvoir y contribuer dès à présent. Clément, tu veux rebondir sur ce Ouais, nouveau... bah, hyper intéressant, Rodolphe. Bah, pour le coup, nous, c'est vrai que c'est un sujet qu'on se pose depuis longtemps. Nous, comme on est en B2C, c'est plus un système de consigne qu'on aimerait mettre en place. C'est pas simple aujourd'hui de mettre un système de consigne en place, surtout quand on est une petite structure, parce que ce qui réside pour moi dans le succès d'un bon système de consigne, c'est son réseau de partenaires. Et en fait, finalement, le consommateur, s'il fait plus de 2 minutes de trajet presque pour aller rendre sa consigne, c'est quelque chose qui fonctionne pas, et automatiquement, et je pense qu'on le fait tous, il a d'autres choses à faire, et donc le pot ira à la poubelle avant de revenir chez nous. Donc c'est un gros sujet, franchement. En fait, et comment mettre un système de consigne en place sans se tirer une balle dans le pied, sans que ce soit aussi un vrai système de consigne et que ce soit pas juste une action marketing. Et du coup, moi, j'avoue que j'attends un peu, et je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas de boîte qui soit montée là-dedans, dans un système de consigne qui se ferait assez simplement, en fait, où on aurait des usines de nettoyage où ils puissent passer une fois de temps en temps, récupérer les pots dans des commerces partenaires, et où on ait un système de code barre qui puisse reconnaître à qui appartient quel pot. Voilà, c'est un autre projet de boîte. Si quelqu'un dans le public a du temps à perdre et qui veut le monter, je serais ravi d'échanger dessus. Mais en fait, pour moi, je pense que c'est compliqué, c'est compliqué de demander aux marques de mettre des systèmes de consigne en place, parce que ça implique des investissements qui sont pharaoniques, c'est des métiers qui sont complètement différents. Il y a bien évidemment du coup de la casse, parce que on n'est pas des spécialistes. Donc ouais, un peu comme il y a des sociétés qui traitent nos déchets, hein, finalement. J'attends cette société qui arrivera, qui traitera les contenants en verre des sociétés pour les nettoyer et ensuite les redistribuer. Je pense que c'est la suite de. Enfin, pour moi, c'est ce qui va arriver dans les prochaines années. Après, le vrac est déjà une première étape, parce que, Ouais. que le consommateur peut venir avec son propre contenant.
Ouais. Je vous invite à nouveau à poser des questions. On a encore un quart d'heure et puis on prendra un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les envoyer via le chat. La dernière tendance, la macro-tendance, qui est le bien-être et l'holistique. Donc là, on va parler plutôt du cerveau que de l'estomac ou de l'usage. C'est plusieurs choses. C'est effectivement aujourd'hui, après les problèmes psychologiques qui ont été engendrés par les confinements, etc., le consommateur il a besoin de se retrouver aussi mentalement. Donc c'est au-delà du produit, c'est avoir une synergie physique, psychique, énergétique. Voilà. Ça passe par des nouveaux produits comme le CBD, voilà, qui fait une ascension incroyable depuis quelques années, que ce soit dans plusieurs sujets, secteurs d'activité. Et puis surtout, c'est aussi, et ça, Rodolphe va pouvoir en parler, c'est aussi le côté l'intimité féminine libérée, qui est un vrai sujet aujourd'hui avec tout ce qui est tabou de féminité, comme les règles, la ménopause, les cheveux blancs, qui commencent à être brisés à travers des nouveaux services ou nouveaux produits. Rodolphe, je crois que tu voulais évoquer ça justement sur le sujet. Alors, effectivement, non pas que je sois le premier concerné, mais effectivement, nous avons vu ces derniers mois l'offre évoluer. Et alors, je prends l'exemple de la culotte menstruelle hein, qui s'est démocratisée sur ces 2 ou 3 dernières années et qui était réservée peut-être à une distribution directe. Et on a vu cette offre se démocratiser et nos clients cherchent à pouvoir être présents dans tous les types de distribution. Donc, c'est également parce que la demande évolue et que l'offre s'est adaptée relativement vite. Sur le CBD, sur le bien-être, effectivement, on a l'impression que c'est la grande tendance bien-être du moment. On voit apparaître de nouvelles marques et de nouveaux clients sur le CBD, quel que soit sous toutes ses formes déjà, premièrement, avec tous les réseaux, grande partie des réseaux de distribution qui sont concernés. On en trouve chez les buralistes, on a des produits dans les magasins de bio, de bien-être, également des distributions sous franchise dédiées au CBD. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Et puis, ça concerne à peu près tout le monde parce qu'on voit des produits qui sont prévus pour l'utilisation personnelle, mais également pour les animaux de compagnie. Donc, on voit des produits dérivés pour le bien-être de nos compagnons. Bon, il peut imaginer que ce soit quelque chose de très sympathique. Mais en tout cas, toutes ces marques sont en train d'émerger et chacune arrive avec des particularités assez intéressantes. Oui. Jordan, c'est un sujet qui est un peu évoqué dans ton secteur d'activité, ce bien-être Pas du tout. éthique. Pardon. Faire le ménage. Pardon? Ça fait pas plaisir de faire le ménage, de nettoyer? Pas trop. Non, c'est clairement pas quelque chose sur lequel nous, on a déjà eu une réflexion en tout cas, mais peut-être que les tendances Natexpo 2022 vont remettre les choses en question, mais clairement, pour l'instant, c'est pas du tout un sujet qui a été abordé chez nous. Clément? Oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, où nous, on avait cet équilibre à trouver entre le gourmand et le sain. Au-delà du sain et du sans sucre, on voulait aussi faire un produit d'autre, parce que ça n'aurait aucun sens. Après, cette question de bien-être, je pense aussi, moi, rentre un peu en corrélation peut-être avec cette crise qu'il y a dans la bio aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de magasins qui me disent, où on poste aussi avec quelques épiciers, que leurs clients ne viennent plus qu'une fois par mois et ont réduit leur panier de consommation de 40%. Parce que en fait, ils vont au bar 3 fois par semaine boire des verres avec leurs amis quand il fait beau, quoi. Et du coup, en fait, effectivement, en période de crise, je pense qu'on pense avant tout à se recentrer autour de soi et autour de ses amis, de sa famille, et sa famille large, j'entends, et voyager également. Et donc, c'est vrai que ça rentre peut-être un petit peu en corrélation avec la crise qu'on subit tous. Mais sinon, rien de plus à ajouter là-dessus. Florence, tu veux rebondir sur cette macro-tendance?
Ouais, c'est le bien-être dans sa globalité, en fait. C'est-à-dire que les consommateurs, les Français veulent être bien à tous les niveaux. Alors c'est psychologique, c'est physique, c'est émotionnel, c'est environnemental, évidemment, c'est là où ça nous concerne tous. C'est professionnel. Enfin, je sais pas si ça vous concerne en tant que chef d'entreprise, mais on voit bien qu'il y a aussi ce grand mouvement-là qu'on appelle la grande démission, avec des personnes qui quittent leur emploi pour tout d'un coup partir d'un espèce d'Eldorado. Et voilà, oui, ça en fait partie, clairement. Et le Covid, je pense, a largement contribué à développer ce besoin de bien-être où les Français et de toute façon, tous les citoyens du monde entier ont décalé leurs priorités. Merci. On a une question de Franck. Quid de l'impact de l'inflation généralisée à laquelle nous faisons face actuellement pour maintenir les chaînes de valeur? Vaste sujet. Rodolphe, tu veux commencer? Vas-y. Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Effectivement, je pense que tout le monde est concerné par l'augmentation des prix. Les matières premières ont flambé et ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est tous conscients des impacts que ça peut avoir après sur, d'une part, le commerce et d'autre part, sur le porte-monnaie des consommateurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir jouer le jeu tant que possible, mais voilà, c'est grimpant. Donc, on est obligé de suivre tout en étant raisonnable. Donc, c'est un vaste sujet. Je sais si quelqu'un a la solution et je suis preneur. Jordan, tu veux rebondir sur cette notion d'inflation et garder la chaîne de valeur? Non, clairement, c'est un vrai problème actuellement, hein. C'est tous les jours où nos fournisseurs nous font part de leur nouvelle offre de prix. Et clairement, c'est un problème pour les sociétés comme les nôtres. On est une petite société, comme je le disais au début. Et c'est compliqué de pouvoir adapter les prix au jour le jour à la vente vers nos clients. Donc, la seule solution aujourd'hui, c'est de prendre sur nos marges. Alors, c'est une solution qui, au point de départ, est la seule solution qu'on a trouvée. Mais à terme, ce n'est pas viable. Mais d'un autre côté, contacter les clients tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois en leur disant ceci, ça a augmenté, ceci, ça a augmenté. Et si c'était 2% ou 4%, ça pourrait encore passer. Mais quand je vois certaines matières vraiment très, très courantes qui ont augmenté de 300% si on le prend par rapport à il y a un an. Et c'est juste affolant. Alors, moi, je veux bien essayer de contacter mes clients tous les jours en disant on augmente, mais il y a un moment, ça passe plus. Et de l'autre côté, il faut qu'on survive aussi. Donc, c'est une situation qui est vraiment compliquée. Clément, tu veux reprendre la parole? Non, je pense que tout a été dit, hein. Nous également, on a décidé pour l'instant de ne pas le répercuter sur notre client final et d'en supporter les coûts. Effectivement, on ne va pas pouvoir tenir comme ça ad vitam aeternam. Donc non, je suis les tendances globales de Rodolphe et Jordan et les avis à ce sujet. Merci. On peut faire un petit tour de table aussi de conclusion. Pour chacun, c'est par rapport à cet écosystème un peu compliqué. Comment vous voyez la bio dans les années à venir et comment voulez-vous être un acteur? Comment participer à ces changements qui peuvent arriver à travers les macro-tendances qu'on a entendues? Pour résumer un peu les échanges qu'on a eus depuis une heure. Vaste sujet aussi. Non, en fait, je pense qu'il y a un vrai problème avec la bio, c'est à ces nouvelles tendances et elle n'a pas su s'adapter aux nouveaux modes de consommation et aux nouvelles habitudes de consommation des nouvelles générations. Je regardais une stat où je lisais un article, je ne sais plus quand, où je voyais la moyenne d'âge dans les magasins bio et aux alentours de 50 ans. Et en fait, je pense il est important et urgent de faire redescendre cette moyenne d'âge en adaptant les magasins bio, en adaptant les marques aussi qui sont présentes dans la bio pour qu'elles puissent aussi attirer ce type de population, qu'on puisse en fait finalement faire peut-être
des magasins bio, et je fais un peu un focus sur les magasins bio des lieux de vie où on puisse effectivement peut-être manger, parce que si aujourd'hui on est dans une crise et que je préfère aller au restaurant, pardon, je préfère aller au restaurant avec des amis, pourquoi pas y aller en fait finalement via ce magasin bio qui a les producteurs, qui souvent a les autorisations. Donc c'est un peu toutes les démarches qu'on essaye en tout cas de communiquer, même si c'est pas notre rôle parce qu'on n'est pas distributeur. Mais en tout cas, on essaye aussi d'adapter notre communication à des cibles plus jeunes pour les inciter elles aussi à aller en magasin bio. Et toutes nos cibles qui nous sont pour le coup plus jeunes quand elles commandent en ligne, on n'hésite pas à les ramener dans ces magasins bio pour créer un petit peu d'affluence et que ça puisse repartir de l'avant. Mais ouais, je pense qu'en fait, moi, l'avenir de la bio, en tout cas pour moi, réside dans le fait de baisser cette moyenne d'âge et on va dire de la rendre un peu plus sexy, quoi, hein, tout simplement. Jordan? Alors clairement, je suis d'accord avec ce que Clément dit si on parle en général. Par contre, si on parle de notre secteur en particulier, nous, on y voit vraiment un gros potentiel de développement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'alternatives bio qui sont offertes. Donc, nous, on pense vraiment que c'est le canal qui va nous permettre de nous développer dans le futur. Aujourd'hui, ce qu'on faisait de chimique dans le passé, c'est saturé dans les magasins. Trouver encore une place aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors clairement, c'est avec les nouveaux concepts et les nouvelles tendances qu'on va pouvoir nous développer notre activité. Et clairement, ça va passer par les magasins bio. Alors, étant donné qu'on n'y est pas aujourd'hui, c'est sûr que pour nous, il y a un énorme potentiel pour le futur. Donc, je suis d'accord avec la tendance générale, mais pour notre société en particulier, il y a clairement matière à travail pour les prochaines années. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, d'essayer de faire comprendre aux consommateurs l'intérêt des produits qu'on peut aujourd'hui sortir en bio-enzymatique ou en produits packaging réutilisables. Il y a vraiment tout un travail à faire à ce niveau-là aussi. Donc, clairement, nous, on y croit et on est persuadé que c'est par la bio que ça va passer pour faire grandir notre société. Rodolphe, vas-y. Non, personnellement, j'ai vraiment le sentiment que toutes les tendances bio qui ont été évoquées ce matin sont clairement ancrées dans l'esprit et dans les stratégies des producteurs et des distributeurs. Et ça, c'est une très bonne chose. Et on est en train d'évoluer de la bio à la bio plus durable. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles tendances qui vont se mettre. On en a parlé un peu aussi tout à l'heure, les matériaux, le recyclable, le recyclé. Et ça, c'est vraiment un complément des tendances que nous avons vues. Et bien entendu, nous sommes très heureux de pouvoir les accompagner et puis évoluer avec les besoins du marché, les besoins de nos clients. Et on est toujours à l'écoute et à l'affût de nouvelles techniques, de nouveaux besoins, de nouvelles façons de communiquer sur le point de vente. Pendant que tu as la parole, il y a une nouvelle question, je pense, auquel tu vas pouvoir répondre. C'est, pensez-vous que les magasins bio sont capables de lancer des innovations ou des marques en ce moment face à d'autres réseaux plus dynamiques? Oui, c'est une très bonne question, bien entendu. Pourquoi elle n'aurait pas la capacité à le faire? Alors ça, je m'interroge. Je pense qu'effectivement, soit on a l'agilité de petits réseaux et on est capable d'innover très rapidement, soit on a les moyens des gros distributeurs et on est aussi capable d'innover et de se positionner avec les nouvelles tendances. Oui. Ça me paraît relativement clair dans mon esprit, dans la faisabilité sur le terrain. Merci. Florence, tu veux faire une petite conclusion de cette heure d'échange? Juste par rapport à cette question, je me disais, sur l'innovation, alors on a deux types d'innovation. Oui, les magasins bio peuvent innover, mais ce n'est pas la même innovation que vont proposer les marques. En fait, ce sont les marques, c'est vous qui innovez avant tout, je pense,
Après, c'est plutôt une question de stratégie et de marketing, on va dire, non, sur le fait de pouvoir garder ou attirer de nouveaux clients, je dirais. C'est là où je comparerais plutôt la grande distrie et la distribution spécialisée, si on met encore à part tout ce qui est vente directe, circuit court. Mais je ne sais pas si on peut parler d'innovation des magasins bio. Pour moi, c'est un petit peu différent. Oui, et puis la grande distrie n'est pas non plus hyper innovante, hein. À part Monoprix, je vois grande innovation dans la Monoprix, dans la grande distrie, pardon, d'un point de vue des référencements. En fait, moi, je vois vraiment Monoprix qui sert, on va dire, de crash test à toutes les marques, et toutes les marques qui passent chez Monoprix ensuite passent en grande distrib. Naturalia a l'air de se mettre un petit peu le pied à l'étrier pour faire office de crash test pour les marques dans la bio. Euh, mais, euh, mais ouais, effectivement, on va voir. Et c'est vrai que pourquoi pas, c'est des structures qui sont plus petites et comme le disait Rodolphe, qui sont de ce fait aussi plus flexibles. Donc ça rentre pas en confrontation. Merci. Florence, tu veux résumer, enfin, tu veux faire une petite conclusion de l'heure d'échange et puis peut-être donner les prochaines étapes, les prochains webinaires et puis surtout parler de NATEXPO de septembre. Oui. Alors, les grandes tendances, oui, je pense qu'on a bien abordé l'ensemble des tendances qui avaient été détectées. On a un petit journal qui va sortir très prochainement, qui nous permettra d'aller un petit peu plus en détail, même dans la description de ces tendances et dans les produits que nous, on a pu aussi identifier et qui sont bien en phase avec le développement de ces tendances. On a aussi une de nos partenaires qui s'appelle Pascal Brousse qui les présentera sur le salon pendant une conférence. Voilà, vous allez avoir accès à ça très rapidement. Et puis, nous, on continue à travailler pour NATEXPO pour vous délivrer un très, très beau salon dans moins de 3 mois maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, avant ça, on aura un dernier webinar qui sera le 30 août, le mardi 30 août, et qui vous donnera les petites choses à ne pas louper sur le salon au mois de septembre. Voilà. Donc, merci à vous en tout cas. Merci à tous les 4 pour vos échanges. Merci. Et au plaisir de te voir. Merci physiquement. beaucoup. On se voit à NATEXPO, hein. À bientôt. Bel été. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.